Comme toujours, la mer m'a mené à l'entretien qui va suivre. Et encore une fois, nous allons voir que chaque individu arrive par sa manière au yoga intégral. Je suis toujours aussi fasciné de découvrir l'histoire de chaque sadak, chaque sadhika, de ce yoga si peu ordinaire. De découvrir comment chaque personne arrive sur ce chemin et surtout ce que ça provoque en elle. Car de ce yoga va émerger comme un chemin de vie, une couleur, une vibration, une manière d'être qui représente cet individu. Et cette fois-ci, c'est par le corps que cette histoire va nous mener du yoga traditionnel au yoga intégral avec Yvon. Bonjour Yvon. Bonjour Emmanuel. Bon, je suis bien content de te retrouver. Enfin, te retrouver, en fait, on se retrouve pas parce que ça fait déjà 3 jours qu'on est ensemble. Parce que là, on est en direct de la rencontre à Rosay, qui se termine aujourd'hui, plus ou moins, parce que la plupart des gens sont partis. Rencontre qui a été sacrément intense et qui nous a appris encore mille autres choses. Et donc, Yvon, on a commencé déjà la rencontre tous les deux, parce que je suis allé te chercher au train. On a passé une petite heure en voiture pour venir jusqu'ici. Donc, on a déjà pu On discuter. a pas mal discuté déjà, Ouais. oui. Et puis, surtout, vient de passer pratiquement 3 jours ensemble. 3 jours bien intenses. Oui. Et puis, avec Cyril, que tu vois pas, mais qui est juste à côté en train d'enregistrer, on s'est dit qu'on allait faire un petit entretien ensemble. C'était la bonne occasion, dans un cadre inhabituel. Enfin, si tu le connais un petit peu, ce cadre-là, parce que c'est pas la même yourte, mais c'est le même lieu où j'avais rencontré Ramchandra et où j'ai fait le petit entretien avec Ramchandra. Donc, deuxième entretien à Rezay avec Yvon. Merci Emmanuel. C'est une joie aussi de pouvoir rencontrer ce lieu et puis de rencontrer tous ces sadhaks du yoga intégral qui sont venus nous rejoindre. Ouais. Donc, merci pour ce beau moment. Et c'est un plaisir de partager ce petite expérience que j'ai sur le yoga et le yoga intégral. Voilà, donc tu connais un petit peu la chaîne Mère Divine, tu as vu déjà les entretiens un petit peu, le processus. Je vais te poser quelques questions. L'idée, encore comme d'habitude dans les entretiens, c'est de montrer toutes les 1000 facettes du yoga intégral, comment on y arrive, comment on le pratique, et qu'à chaque fois, les facettes sont différentes en fonction des individus. Donc ma première question, comme d'habitude, c'est est-ce qu'avant d'arriver au yoga intégral, tu avais un chemin spirituel, et quel était ce chemin spirituel si tu en as eu un avant? Alors, oui, j'ai eu un appel quasiment dès la naissance. J'ai eu des circonstances de naissance un peu particulières. Mon père est mort une semaine avant ma naissance. Et donc, ça a été déjà un choc, même intra-utérin. Et ma mère était malade. Et donc, j'ai commencé ma vie dans des conditions un petit peu difficiles. Et donc, dès mon plus jeune âge, j'ai eu l'impression d'être guidé par mon père, que je n'ai jamais connu. Voilà. Et puis ensuite, à l'âge de 7 ans, j'ai eu la malchance, mais maintenant je pense que c'est une chance, d'être malade, d'avoir une maladie osseuse qui m'a immobilisé pendant 1 an et demi à peu près. Donc j'ai été au sud de la France, à côté de Gien, dans un hôpital, et j'ai été immobilisé totalement. Donc les jambes attachées, avec des poids en traction, le buste immobilisé, et donc la seule partie du corps qui pouvait bouger, c'était la tête et les bras. Et les conditions de cet hôpital étaient au départ un petit peu difficiles. Je me suis retrouvé au milieu d'enfants du même âge que moi, les plus jeunes, les plus âgés, qui avaient des pathologies, mais extraordinairement graves. J'ai eu des expériences effectivement un peu douloureuses. Des enfants qui sont hydrocéphales, donc c'est-à-dire qu'ils ont de l'eau dans la tête, et donc ils sont enfin, je veux dire. Et donc, dès cet âge-là, pour moi, la santé et être bien dans son corps, c'était vraiment, Ouais, en fait, tu as eu un rapport au corps tout petit, très particulier. oui, j'ai eu un appel sur le corps. Et donc, quand je suis sorti à 9 ans de l'hôpital, euh, on m'avait prédit le fauteuil roulant à peu près à une quarantaine d'années. Et donc, le bien-être corporel, la santé du corps était pour moi primordial.
Et donc, pendant la période de scolarité, j'étais considéré comme l'handicapé de l'école. Et donc, il fallait aller en études. Je ne faisais pas de sport. Voilà. C'est comme ça qu'à 14 ans, j'ai eu la chance. Est-ce bien une chance? Est-ce que c'était pas? Je suis tombé sur le premier bouquin de yoga dans une librairie qui devait être le yoga avec un auteur qui s'appelait Philippe de Méric. Et donc, directement, tout seul, dans ma chambre, j'ai commencé à pratiquer le yoga. Oui, parce que à cette époque-là, trouver un cours de yoga, c'était pas encore tout à fait d'actualité, quoi. Du tout. En plus, j'habitais à l'époque l'île d'Oléron. Ah oui, en plus. Donc, Donc, trouver un livre de yoga à l'île de Léron, c'était déjà, une mission déjà c'était difficile. déjà comme si on t'avait emmené un livre spécialement pour toi, Voilà. pour explorer quelque chose de particulier, quoi. Voilà. Donc, effectivement, la seule façon de travailler le yoga, c'était de se dépatouiller. Alors, j'ai peut-être fait certainement des erreurs, des conneries, mais j'étais jeune et souple et pas trop cassant, donc je me suis pas trop abîmé physiquement. Voilà. Et puis, bah, de fil en aiguille, quelques années, 2 ans plus tard, vers l'âge de 16 ans, euh, Tu as pratiqué oui, pendant ces deux 2 ans, oui, oui, je faisais un petit peu ce que je pouvais, voilà, et ça a été pour moi une découverte. Enfin, je vais dire, parce que juste pour que tu sors de l'hôpital, ouais, tu vas à l'école, ouais. et donc c'est à l'âge de 14 ans, c'est ça? Donc, je suis sorti de l'hôpital à l'âge de 9 ans. 9 ans. Donc, de 9 ans à 14 ans, j'ai eu une phase un petit peu bah, enfin, d'enfance et d'adolescence, Ouais. où là, je me suis beaucoup intéressé à la science, Mm. l'astronomie, l'immensément grand, et puis également l'immensément petit. Donc, j'avais un microscope, et déjà la science et l'infiniment petit, l'infiniment grand, ça m'interrogeait. Je supposais qu'il y avait quelque chose d'autre que cette petite existence terrestre. Voilà. Donc, j'étais à fond là-dedans. Et de 14 ans à 16 ans, tu as pratiqué le yoga. Voilà, oui, alors je faisais ce que je Et pouvais. donc ton corps déjà, tu... Alors oui, j'ai tout de suite senti, effectivement, déjà psychologiquement, ça m'apportait beaucoup, un certain calme intérieur, etc. Et puis je sentais que mes problèmes de douleur se résorbaient. Et donc voilà, le yoga est devenu pour moi, euh, je dirais, une trame indispensable dans mon existence. Ça m'amène à une question du coup, d'un seul coup, ta conscience de ton corps était bien différente de ce qu'on peut avoir habituellement finalement. Tu t'es retrouvé quand même alité pendant 1 an, Un an et dans des demi quasiment, conditions, oui. 1 an et demi, dans des conditions où physiquement c'était quand même contraignant. Oui. Et donc ta conscience du corps était assez particulière à ce moment-là. Et Alors, oui, je pense qu'il n'y avait pas trop de conscience du corps. ouais, Oui, oui. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas de traitements médicaux, j'avais pas d'opération et j'ai pas eu non plus de douleur. J'étais indolore, le seul truc, c'est qu'on bougeait pas. ouais, d'accord. Et le yoga t'a amené un peu plus cette conscience du corps Ah alors. ben justement, là, je découvrais que j'avais un corps Ouais. et que je pouvais l'utiliser et que ça me permettait même d'aller plus loin dans ma démarche du corps. Donc, j'ai commencé à faire un peu plus de natation, du vélo, etc. Les sports qui m'étaient autorisés parce qu'il n'y avait pas de choc sur les Mhm. articulations fémorales. Voilà. Et puis, bah, petit à petit, je suis allé de plus en plus loin dans mon travail corporel. Ah ouais, c'est intéressant. Voilà. Et c'est resté toujours la connaissance du corps et encore aujourd'hui un petit peu mon fonds de commerce personnel. J'ai toujours été passionné par la physiologie, l'anatomie, Et oui, etc., normal. la découverte du corps. Et je me suis intéressé, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais à tout ce qui était justement sciences corporelles, Mhm. l'ostéopathie, Mhm. etc. Mhm. Ah, intéressant. Donc, ta première approche spirituelle, c'était par ce livre de yoga que tu as commencé Oui. à lire et donc pratiquer le yoga. Le hatha yoga. Alors là, on est effectivement sur spécifiquement le hatha yoga, le yoga qui concerne le corps et l'esprit. Et alors, du coup, tu as continué. Alors, je vais anticiper un peu sur la suite, mais parce que du coup, je connais un petit peu ton histoire, parce qu'on en a Oui, parlé un tout petit peu. Mais qu'est-ce qui t'est, qu'est-ce qui, si tu vois un fil conducteur qui t'emmène jusqu'au au yoga intégral? alors après, il y a une deuxième phase qui a été aussi révélatrice dans ma vie. Donc après le bac, je suis rentré dans une école d'ingénieur. Ça m'a pas du tout convenu. En plus, j'ai eu une déception amoureuse. Et là aussi, hasard pas hasard, je tombe sur un bouquin, La Révolution du silence de Krishnamurti. J'ai dévoré ce bouquin et ça a été un choc psychologique. En faisant le silence
mental, parce que c'est la révolution de ce silence-là. En faisant le silence mental, je pouvais accéder à d'autres perceptions, à d'autres univers, à une autre façon de voir le monde, etc. Et voilà. Donc ça, c'était un choc. Ça a intensifié un petit peu ma pratique du hatha yoga. Et puis, bah, j'ai cherché le silence justement par cet ouvrage de Krishnamurti. Et puis, donc ça, j'avais pas encore 18 ans, 17 ans et demi à peu près. Et puis, un petit peu plus tard, je devais avoir un peu plus de 18 ans, je t'en ai parlé, donc j'ai croisé un copain de mon frère qui était artiste peintre et qui me donne un magnifique portrait dont je t'ai montré l'image, voilà la photo, sur fond bleu, un visage merveilleux. Et il m'a dit, c'est pour toi. Et bon, bah, j'ai pris le truc, je l'ai mis dans ma piole, etc. Et puis, quelques mois plus tard, j'étais quand même un ras-de-bide de librairie, j'essayais de fureter des bouquins intéressants, et je suis tombé sur le visage. Oui, en Et gros, tu trouves, on t'offre un visage que tu connais pas du tout, puis un jour tu arrives dans une librairie et tu vois le visage sur un livre, sur quoi. un livre, voilà, tout à fait. Et ce visage, c'était... Sri Aurobindo, et le bouquin, c'est La vie divine. Donc j'ai acheté le bouquin, et j'ai commencé, bien sûr, à lire la première page. Et là, c'est vrai que je suis tombé sur un os quand même, hein. La première page, alors elle démarre en plein milieu, enfin pas au départ, parce qu'il y a le titre, il y a le sous-titre, etc. Mais la première page, c'est une quinzaine, une vingtaine de lignes, mais c'est quasiment une seule phrase. Oui, un Robindo, quoi. Un Robindo. C'est une seule phrase, et j'ai fini une phrase, et je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas pour moi tout de suite. Donc j'ai rangé le bouquin, mais j'ai quand même ensuite, par la suite, acheté quand même tous les bouquins. J'ai acheté les bouquins de Robineau quand je les trouvais. Bon, puis, mais je lisais quelques phrases par-ci, par-là, voilà. Et puis, j'essaye de ne pas perdre le fil de l'histoire. euh, à peu près au même moment, j'ai eu un professeur de yoga, Ouais. physique. Voilà. Donc, une dame qui est restée une amie, qui est toujours une amie. Et là, j'ai commencé donc la pratique du hatha yoga avec un enseignant. Et ça a été une deuxième révélation parce que j'avais une nouvelle approche du yoga et de sa profondeur. Et puis, dans le même temps, un tout petit peu plus tard, j'ai découvert donc le yoga de l'énergie et Roger Clair. Et puis, toujours, ça c'est tout, c'est vraiment dans un mouchoir de poche au niveau temporel. Je trouve les bouquins de Jean Herbert, une traduction de Jean Herbert, le guide du yoga, et puis deux livres, métaphysique et psychologie et la pratique du yoga intégral. Et le gros intérêt que j'ai trouvé personnellement, c'est qu'il y avait une synthèse en fin du bouquin. On pouvait prendre, tiens, qu'est-ce qu'il dit sur la volonté? Bon, tu regardes volonté, il te dit, page 212, il y a un truc sur la volonté. Tiens, il parle de la sincérité, qu'est-ce qu'il en dit, etc. Et donc, Ce qui est d'ailleurs surprenant dans ces bouquins-là, c'est que c'est l'un des premiers qui commençait à faire des compilations finalement des textes de Sri Aurobindo, en leur donnant une direction en fonction de mots-clés, quoi. Euh, et c'est vrai que mon mère avait une vision particulière de Jean Herbert. Moi, c'est des bouquins, notamment Le Guide du Yoga, euh, que j'ai trouvé puissant, puisqu'il regroupe trois livres de Sri Aurobindo, dont un, le dernier, n'est plus du tout édité par l'ashram. Donc, c'était le seul endroit où on pouvait lire ce dernier livre. d'accord, ça, je ne savais pas. Et donc, c'est précieux, quoi, précieux travail. Oui, oui, c'était un précieux, enfin, des livres précieux. Et donc, j'ai pu commencer à constituer, avec Jean Herbert et ses bouquins, un petit peu la cartographie de ce qui m'intéressait, c'est-à-dire le monde, le grand corps, ce que j'appelle, Mm. manifesté et non manifesté, et donc de voir un petit peu ces structures, le Brahman, etc. Ah, c'est intéressant ce que tu expliques en fait, parce que on en a parlé lors de cette petite rencontre-là ce week-end, mais maintenant que je t'écoute, en fait, c'est intéressant parce que il est vrai que Sri Aurobindo a vraiment fait la carte de toutes les strates, tout du mental, toutes les strates du vital, toutes les strates de la matière. Et elles sont précises, ces cartes. Voilà. Et comme je te vais te laisser finir, parce que
Ah, pour moi, il y avait deux cartes. Il y avait une carte métaphysique, Oui. c'est-à-dire la cartographie de notre univers. Il- Aujourd'hui, quand tu écoutes les scientifiques, il y a rien que de la matière, Mm. enfin, etc. Et là, ils t'expliquent. Alors après, c'est ma vision de la chose, mais il y a une conscience qui, à un moment donné, a décidé de vivre le jeu de la vie, qui s'est dédoublée, etc. Et puis qui a petit à petit descendu. Voilà. Puis après, ben, c'est pas fini. Maintenant, il faut remonter. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est cette cartographie métaphysique, si je peux dire. Et puis, il a fait aussi une cartographie psychologique, Mm. dans lequel il t'explique qu'il y a des plans, effectivement, le supramental, le surmental, le mental intuitif, etc., le vital. Et donc là, bah, ça a été pour moi passionnant. Et le seul regret que j'avais, c'est qu'il nous donnait une magnifique carte du territoire. Mais comment on navigue là-dedans, Mais quoi? comment j'avais la carte, mais j'avais pas le GPS. Voilà, c'est un peu ça. Et et par contre, il nous avait quand même donné la direction, enfin déjà un petit peu l'objectif, le Bon, but. après, c'est vrai que Schromindo, il a débroussaillé littéralement ce chemin-là pour faire la carte. Mm. Mais après, ta mère, quand même, qui a commencé à cheminer dans la carte Mm. pour donner des indications sur par où passer, puis ça te prête aussi dans certains de ses bouquins, a donné pas mal d'informations quand même, hein. Alors, c'est peut-être là où j'ai péché, effectivement. J'ai très peu lu mer. C'est depuis D'accord. peu de temps que je commence à découvrir effectivement la profondeur. Par contre, j'ai lu entre-temps L'aventure de la conscience de Mhm. Saad-Prem, et ça a été aussi pour moi euh, une œuvre qui m'a beaucoup marqué et qui m'a aussi donné des clés. Ouais. Voilà. Oui, parce que pour les gens qui nous écoutent, on est beaucoup de gens à avoir été profondément touchés par ce bouquin, L'aventure de la conscience de Saad-Prem, parce que justement, c'est une autre carte, moins Oui, précise, oui. mais qui donne des points euh, presque mieux dessinés par moment, parce que plus facile à comprendre. Plus accessible, oui, je Voilà. pense. Et d'ailleurs, quand on voit un petit peu, il y a beaucoup de gens qui commencent à venir au yoga intégral par l'œuvre de Satprem et l'aventure de la Ouais, conscience. ouais, tout à fait. Et je rattrape, c'est pas mieux dessiné que Sri Aurobindo, hein, soyons très clairs, hein. Sri Aurobindo a dessiné à la perfection la carte. Oui, Et ça te prête à juste donner des indications pour mieux la comprendre. mais souvent aux gens qui débutent, qui veulent débuter, je conseille de lire Satprem en Ouais. premier et d'aborder ensuite Aurobindo. Et donc à peu près à la même époque, là, j'ai découvert le yoga de Roger Clair, le yoga de l'énergie. Donc pour ceux qui arrivent, il est un petit peu dans ce domaine. Donc Roger Clair, c'est un monsieur qui était à Paris, qui a vécu, il est né en 1908 et il est mort en 1998. Et donc j'ai eu la chance de côtoyer ce grand monsieur depuis les années 82, 83 jusqu'en 98. Voilà. Et donc il enseignait une forme de yoga qui était pour moi une forme extrêmement adaptée aux Occidentaux. C'est une forme qui est une synthèse un petit peu des yogas classiques indiens, des yogas égyptiens, pardon, des yogas tibétains et des yogas chinois. Voilà. Et qui, contrairement à certaines formes de yoga, n'est pas qu'un hatha yoga corporel, il inclut un travail sur l'énergie vitale. Et puis, dans un troisième degré, il y a tout un travail sur le manomaya kasha, donc c'est-à-dire le corps mental. C'est intéressant parce que moi, je connais pas du tout, hein, je dois reconnaître que je connais pas parce que j'ai pas pratiquement jamais pratiqué le hatha yoga sous quelque forme qu'il soit. Mais du coup, en t'écoutant expliquer ce type de yoga, il y a une forme de synthèse finalement dans Alors ce oui, yoga. tout à fait. Alors, en plus, ce qui était extrêmement intéressant dans ce yoga de Roger Clair, c'est que un de ses élèves, qui était aussi mon professeur, qui s'appelait Yves Mangeard, et qui était à l'école de yoga de l'énergie d'Évian, était, lui, féru et très passionné par toute la démarche de Aurobindo. Et donc, il a essayé lui aussi déjà de décrypter, etc. Et pour nous aider dans la démarche, il écrivait certaines phrases de la vie divine ou d'autres sous forme soit de mandala, voilà, soit sous forme décalée. C'est-à-dire que souvent, les textes d'Aurobindo, il y a une phrase principale et puis des sous, Ouais, etc. ouais. On en discutait Voilà. justement il y a quelques jours et c'est vrai qu'il y a une structure presque mathématique dans l'écriture de Sri Aurobindo. D'ailleurs, d'un seul coup, en disant ça, je vois maintenant Savitri avec la structure mathématique de Savitri, mais la synthèse des yogas aussi, où c'est très visible, quoi, Oui. hein, cette manière de prendre une pensée et la faire. Il a décliné sur tous les plans, parce qu'il y a le plan physique, il y a le plan Et, vital, le et plan même mental. plus, en allant plus loin, c'est quand tu vois un chapitre,
Tu peux même décliner les chapitres de cette même manière Oui, en oui. forme Alors, d'escalier où il reprend des choses du premier et en les précisant de plus en plus profondément pour arriver à quelque chose avec une précision tout à chirurgicale. fait. Mais c'est à la fois précis, à la fois il aborde chaque sujet avec sous tous les angles et les points de vue. C'est extraordinaire. Et justement, ce travail avec Yves Mangère m'a permis de commencer à mieux comprendre ces structures, je dirais littéraires, si on peut dire, et de commencer à aborder un peu plus les livres comme la synthèse des yoga ou la vie divine. Voilà. Mm, mm. C'était une précieuse aide. Et puis, euh, la cartographie psychologique de Sri Aurobindo devenait plus lumineuse avec ce travail Complètement. sur les corps énergétiques et les corps mentaux que nous proposait donc le Et yoga oui, oui, d'énergie. oui. Et oui, parce que c'est là où justement je parle aux auditeurs, mais ce que je commence à vraiment de plus en plus percevoir dans ces écrits de Shromido, c'est que c'est là où pour moi il y a un côté complètement fascinant, c'est qu'il est allé vraiment dans les plus hautes sphères pour pouvoir récupérer l'information. Et peu importe nous de la sphère dans laquelle on va être, il a réussi à la descendre pour qu'elle soit compréhensible dans la sphère du mental la plus basse, donc intellectuellement, Mhm. basiquement, mais aussi si on arrive à aller au cran supérieur du mental, on va avoir des nouvelles informations, et plus on va monter dans les strates du mental, plus il va nous donner des informations avec une clarté et une luminosité phénoménale, quoi. Mais ça fonctionne sur tous les plans du mental, Sri Aurobindo. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont purement mental basiques, qui vont dire c'était un grand philosophe et un grand intellectuel, et c'est ultra mental. Mais quelqu'un qui est un mystique et qui est plutôt déjà dans les sphères supérieures du mental, il va dire waouh, mais c'est extraordinaire ce qu'il a réussi C'est un grand yogi, un C'est poète. un grand yogi, au-delà Mm. d'abord un grand poète, on peut le prendre pour un philosophe, mais en fait, il parle à toutes les strates du mental. Donc, c'est difficile de définir un individu pareil, quoi. Donc voilà un petit peu le. Et donc, ça, c'était ma phase très jeune. Après, j'ai eu une phase beaucoup plus karma yoga, où j'ai continué mes pratiques, mais je dirais, j'avais à vivre ma vie dans le monde. Et donc, j'ai 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 trouvé une compagne, j'ai eu des enfants. Voilà. Et puis, bah, le karma yoga m'a pris à la gorge, puisqu'on en a parlé un petit peu. Ma mère était handicapée et j'ai passé plus de 17 ans à m'occuper d'elle, elle était en fauteuil roulant. Voilà, donc un karma yoga profond. Donc là, j'ai continué, je dirais, une sadhana personnelle, mais sans trop me préoccuper d'aller trop vite et trop loin, parce que j'avais pas trop le temps. Donc j'étais plutôt dans une phase de maintien de l'acquis, parce que dans le yoga, si tu arrêtes d'avancer, tu recules. Ah, Voilà. intéressant. Dans le Hatha Yoga, Oui, mais le yoga dans toutes les postural. formes de yoga, D'accord. je le pense. Et donc, il faut, si tu travailles beaucoup, tu avances, mais à un moment donné, si tu arrêtes totalement, tu recules. Voilà. Hmm. Et donc, il faut continuer. Alors après, l'intensité de ton travail peut réduire, puisque c'était le cas avec ma vie sociale, familiale, etc. Mais il fallait maintenir quand même l'acquis. Un peu comme un pianiste qui s'arrête de jouer du piano, il va régresser. Donc j'ai maintenu l'acquis pendant de nombreuses années. Voilà. Et puis après, bon, la vie sociale s'est un petit peu pacifiée, je dirais, donc j'ai pu reprendre une démarche un peu plus intense. Voilà. Mais j'ai jamais réellement arrêté. euh, Par contre, ce que je peux dire pendant toute cette phase, c'est que le yoga d'énergie, c'était, je dirais, ma trame de pratique permanente, c'est-à-dire que tous les jours, je m'astreignais à des pratiques physiques, respiratoires et psychologiques, et le yoga intégral était plutôt en pointillé, c'est-à-dire que de temps en temps, Hmm, je hmm, prenais un livre d'Aurobindo hmm, et hmm. je prenais... C'est intéressant parce que finalement, ce que je vois là, ce que je constate dans ton histoire, c'est que le yoga intégral te permettait une pratique intérieure, mais pas que, puisque le yoga aussi, l'énergie est aussi une pratique intérieure en plus d'être une pratique extérieure. Mais comme c'était une carte pour toi, ça permettait de mieux comprendre tes pratiques Tout à de fait, yoga d'énergie. j'avais à la fois la carte et j'avais les outils. Et Voilà, oui, c'était un petit peu... pour moi, les outils, c'était essentiel. Ayant une formation dans les métiers du bois en menuiserie charpente, pour moi, concevoir un toit, c'est une bonne chose, mais il faut après aller le poser. ouais. Et pour poser le toit, il faut monter dans l'échelle, monter les poutres, hein, il faut mettre la scie et le marteau dans la poche, et puis il faut y aller, quoi. Voilà, donc le karma yoga, ça a été effectivement pour moi
et le Karma Yoga et le Jnana Yoga, Oui, ça a été pour moi un petit peu l'essence de d'accord. ma voie personnelle. Tu me disais aussi que tu avais expérimenté beaucoup de types de yoga finalement. Alors, c'est effectivement à cette époque-là, donc on est dans les années 75-80, il y a eu une émergence du yoga en Occident d'une richesse extrêmement riche. Enfin, voilà. Il y a eu des gens qui sont allés en Inde. Je pense à André Van Diesbet, qui est très connu, qui a écrit des bouquins qui restent des références. Il y a eu Roger Clair. Il y a eu des gens comme Neil Autov, qui était aussi un Russe qui vivait à Paris. Il y a eu Shri Mahesh, qui est venu également, qui était en France. Et donc, en France, il y a eu il y a eu aussi des gens comme Bernard Bouanchot, etc., qui sont allés à Madras travailler avec des Ikachar, d'autres qui sont allés avec Iyengar. Et donc, il y a eu une effervescence. Et des gens qui étaient vraiment sincères. J'étais là, il n'y avait pas de business, etc. Et ces gens ont véritablement créé toutes les structures nécessaires à un véritable yoga. Et c'est à cette époque-là qu'ils ont créé l'Union nationale du yoga, la Fédération européenne de yoga, les fédérations françaises de yoga, avec vraiment une intention extrêmement sincère. Il y avait aussi un monsieur extraordinaire, Gérard Blitz, que personne ne connaît ou très peu. Donc Gérard Blitz, c'était avec Trigano le fondateur du Club Méditerranée. Ah oui, Voilà. C'était un monsieur qui avait beaucoup d'argent, il était d'origine des diamantaires en Hollande. Et par contre, il faisait du yoga à un très haut niveau. Il avait été élève des grands maîtres indiens, et donc il voulait propager le yoga en Europe. Et c'est pour ça qu'il y avait des clubs de yoga dans les tous clubs med. oui, dans tous les clubs med Excellent. France et de Navarre. Et c'est lui, il y a plus de 50 ans, a initié le plus grand festival européen de yoga, qui est le festival de Zinal. Ah, Voilà. Il a traduit les textes traditionnels du yoga, qui sont extrêmement d'une richesse. Voilà. Donc il y a eu une effervescence extraordinaire, et j'ai eu la chance un petit peu de pouvoir bourlinguer un petit peu dans ce monde-là, qui m'a permis d'une part de ne pas être un intégriste qui dit bah, moi ma voiture elle est mieux que la tienne, ou oui, mon yoga il est mieux que le tien. Voilà, tous les yogas ont leur intérêt exactement, et doivent être adaptés à chacun. complètement. Voilà, Et d'où aussi la possibilité d'intégrer un yoga traditionnel au yoga intégral parce que ça se complète tout à fait. complètement. Et Voilà. ouais, c'est intéressant tout ça. Ouais, du coup, est-ce que tu as envie puisque a priori le yoga d'énergie a pour toi été l'un des yogas, en plus du yoga intégral, Oui, qui t'a apporté vraiment beaucoup dans ta compréhension et dans ta pratique. Est-ce que tu veux raconter un petit peu aux gens, succinctement, hein, pas mais sans rentrer trop dans les détails, de quoi il retourne et de quoi... alors, le yoga de l'énergie, c'est un yoga qui est un peu particulier puisque il n'est pas d'une lignée physique précise. Le fondateur du yoga de l'énergie, il s'appelle Lucien Ferrer. Il était viticulteur dans les régions parisiennes et il a suivi avant-guerre de 39-45 un, un- un an de cours de yoga avec un monsieur qui s'appelait Carnets, qui lui avait été initié par un yogi indien. Au bout d'un an, il avait une telle réalisation qu'il s'est mis à travailler tout seul. Et puis après-guerre, il a ouvert à Paris un cours de yoga qui s'appelait l'Académie occidentale de yoga. À cette même époque, il écrit une succession de 5 ouvrages et qui sont des pratiques de yoga par l'image. C'est le premier en Europe qui fait un bouquin de yoga sur Ah. pratiquer par l'image. Le bonhomme est un peu rondouillet, Donc, etc. en gros, il a des photos Oui, oui, il y a des de la photos. Oui, oui, posture de et lui, puis tout à fait. Il explique. l'explication en dessous, quoi. Et il y a 4 tomes, et puis un cinquième qui lui reste inachevé, mais bon, parce qu'il est mort entre-temps. Et le quatrième tome, ça s'appelle Hatha Yogin occidental. Hmm. Voilà. Il cite un peu Krishnamurti, mais il est vraiment dans une pratique authentique, et il est inspiré, enfin c'est ce qu'il dit, par Naropa, le yogi tibétain, Ouais. et Milarepa. Voilà. Et il met au point un système pratique, concret, d'asana, de mouvements dynamiques, etc. Et puis il va enseigner, Roger Clair va être son élève à peu près de 1950 jusqu'à 1964, date du décès de Lucien Ferrer. Et donc, un an avant sa mort, Lucien Ferrer dit à Roger Clair, dans un an je suis mort,
je suis décédé. Il a 63 ans, hein, donc il est mort très jeune. Alors, pourrais expliquer les conditions et pourquoi il est décédé, mais je pense qu'on n'a pas peine. Ça fera l'objet d'une Oui, vidéo, on ça pourra en serait parler intéressant, le plus profond. justement. Et donc, en 1963, Lucien Ferrer missionne Roger Clair pour devenir son successeur. Il lui donne tous les enregistrements des séances de yoga qu'il a fait, qui étaient, donc les cours de yoga de Lucien Ferrer, il recevait et il donnait. C'était, voilà. Et donc, Roger Clair, pendant 5-6 ans, euh, ayant pratiqué pendant 14 ans quand même, reprend tous les enregistrements et restructure tout l'enseignement de Lucien Ferrer. Et donc, il a un cercle d'élèves, au départ très restreint. En 1976, il écrit son premier livre qui s'appelle Yoga de l'énergie. Alors, le terme yoga de l'énergie, c'est pas lui qui l'a, c'est ses élèves qui lui ont dit, vu la forme de yoga qu'on pratique, le terme yoga de l'énergie pourrait être adapté. Donc il le nomme, son bouquin, Yoga de l'énergie. Donc c'est resté le terme générique. C'est pas forcément le terme le plus génial, mais bon, il est ce qu'il est. Voilà. Et puis il a commencé à créer des écoles. Et donc il y a eu 3 écoles, euh, une en région parisienne, une à Bordeaux et l'autre à Évian. Et donc Lucien Ferrer avait sa fille qui était installée en Haute-Savoie, du côté de Thonon, moi j'habitais dans le coin aussi, et donc Roger Clair, pardon, venait régulièrement donner des cours, et donner des cours à la fois dans des petites salles et aussi à l'école des villes. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de pas mal le suivre, et pour avoir pratiqué avec pas mal de gens, je peux attester que quand on était avec lui, les choses devenaient d'une évidence, ce qui était assez extraordinaire. Voilà. Euh, Ce monsieur, quand on le croisait dans la rue, son chapeau melon, etc., personne n'aurait pu se douter qu'on avait un grand yogi. Il a écrit ensuite une vingtaine de bouquins qui sont extrêmement intéressants et qui sont surtout des ouvrages pratiques. Voilà. Donc, par exemple, Yoga l'énergie, c'est 30 leçons. Leçon 1, étape 1, étape 2, étape 3, etc. Et derrière le yoga l'énergie, donc il y a une architecture, si on peut dire, une architecture de pratique. Donc on a 2 séries de pratiques qui durent à peu près chacune 10-12 minutes, suivant le rythme. Donc la première série, on l'appelle la danse cosmique. Donc c'est assez dynamique, hein. Les gens qui voient pour la première fois sont un peu surpris. Il y a des mouvements de torsion, il y a des Tu veux sauts. dire que, tu sais, il y a un yoga dynamique, le Ashtanga Oui. Yoga, c'est ça? C'est plus récent ou plus ancien que ça? Alors, l'Ashtanga, alors, c'est à peu près la même époque, hein. L'Ashtanga Yoga, donc là je pourrais faire aussi tout un chapitre. On Le aura monde notre du yoga occasion. extrêmement. Alors l'Ashtanga Yoga, c'est d'abord des salutations au soleil. Ensuite, c'est une série de postures qui sont relativement physiques, des guerriers, etc., et qui sont en général tenues 5 respirations, etc. Ouais, d'accord. Voilà. Mais on est plutôt une posture, 5 respirations, Oui, c'est on pas tout à enchaîne fait notre posture. dynamique. Voilà. Enfin, Parce que c'est nous, on est vraiment dans un Ouais, mouvement ouais. qui est toujours en fluidité, avec des gestes qui sont très symboliques. On a un geste où on va chercher l'énergie, on la descend et on la ramène à la terre, etc., qu'on appelle le mouvement de liaison. Donc il y a déjà non seulement une pratique dynamique, physique, parallèlement à cette pratique physique, on a, je dirais, des mouvements de la conscience dans des zones du corps bien précises, à gauche, à droite, etc., lunaire, solaire, etc. On a des mudras qui sont aussi, voilà, il y a des mantras. C'est une pratique qui est assez, il faut un certain temps pour Oui. pouvoir la maîtriser comme une danse. Donc ça dure 12-13 minutes, etc. Et puis ensuite, on a une deuxième série qui s'appelle les mouvements de Naropa, donc Naropa, maître tibétain, dans lequel, même chose, hein, il y a des frictions, des frappes, etc., des sauts. On a un saut en spirale, c'est la spirale un petit peu de la Kundalini. Et puis à la fin, on a 2 mouvements qui sont extraordinaires. Une méditation où on vient descendre les énergies lunaires, c'est la phase d'involution, puis on va retourner vers les énergies évolutives. Donc ça, c'est une méditation concrète. Et puis le dernier de cette série des Naropa, on appelle ça la prière yogini, qui est pour moi la méditation la plus extraordinaire. C'est court, hein, ça dure 3-4 minutes. Donc là, on va aller chercher les énergies divines, la Shakti d'un côté, Ishvara de l'autre. On va venir
les barater sur des Oui. formules, etc. Donc on a des mantras, il y a des couleurs, on barate au niveau du frontal, au niveau du cœur, au niveau des testicules ou des ovaires, etc. Ensuite on fait une petite rétention, on vient barater tout ça. Ensuite on a un mantra où on percute le Muladhara et là on remonte en spirale vers l'infini. On redescend en spirale, et ensuite, cette énergie cosmique qu'on redescend, on vient la faire percuter sur les chakras, etc. Et ensuite, on revient sur le cœur. Et je pense que Roger Clair ne le savait pas, mais le mandala du cœur dans le yoga de l'énergie, c'est le symbole de Sri Eh Aurobindo. oui. Voilà. Ouais, d'accord. Un peu, Ah, et alors du coup, c'est intéressant justement de découvrir tout ça parce que moi je suis complètement voilà. inculte dans tous ces domaines-là. Euh, Quel pont tu fais avec le yoga intégral? Alors, il y a plusieurs ponts que je fais. C'est que, alors, Aurobindo le dit peu, mais le maire le dit beaucoup. Elle dit que le corps, c'est fondamental. Ça, c'est pour moi, effectivement, on ne peut pas ériger la spiritualité si on n'a pas un travail d'ancrage, si on n'a pas un travail d'enracinement, un travail de conscience du corps. Ça, c'est pour moi. Ensuite, Aurobindo, il nous parle de la paix. Hum. Et alors après, ça, c'est ma façon de travailler. La respiration est une façon, Oui. pour moi, extrêmement intéressante de trouver la paix. Et puis, il y a un point commun extrêmement intéressant. Souvent, les yogas traditionnels disent qu'il faut faire monter la Kundalini. Et là-dessus, Roger Clair est extrêmement clair aussi. La Kundalini, on n'y touche pas. Il faut amener la lumière et faire Ouais, descendre la lumière. ouais. Bon, pour moi, c'est trois. Alors après, il y a quelques autres points plus anecdotiques, mais c'est vraiment trois des points qui sont les plus importants. Et puis, Roger Clair, il a aussi une petite métaphysique qu'il écrit dans ses bouquins, où là aussi ce schéma Hum. de l'involution, de l'évolution, de l'incréé vers l'incréé. Voilà. Est-ce que Roger Clair connaissait Sri Aurobindo? Un tout petit peu. Alors, il y a, dans un des bouquins, il y a une ou deux citations de chez Aurobindo, mais non, ils ne se sont pas connus D'accord. personnellement. Euh, Par contre, bon, il avait entendu parler de mer, je pense. Il n'est jamais allé en Inde, ça j'en suis sûr. Lucien Ferrer non plus. Mais oui, il était à l'écoute de beaucoup de. Voilà. Mais du coup, toi, dans ta vie, ces deux yogas-là sont indissociables dans. Pour moi, c'est indispensable et ça m'a porté dans les uns et l'autre se sont enrichis mutuellement. Ouais, Ça, d'accord, c'est. super. Et du coup, bon, t'as aussi une vie en Inde. Alors oui, alors pendant très longtemps, j'ai refusé d'aller en Inde. Pendant très longtemps, j'avais un appel. euh, D'abord, j'ai une tante qui a vécu 50 ans dans le sud de l'Inde, au Tamil Nadu, qui était religieuse, qui avait été évangélisée, etc. Mais ça, c'est en 1910, 1950, voilà, c'est très vieux. Et puis j'ai mon frère qui, en 1977, est parti par la route, est allé jusqu'à Pondichéry, et il a été quelque temps à l'ashram piocher pour planter quelques arbres, etc. Il en est revenu, bon, il a été à Goa, etc. Il est resté quasiment un an en Inde, et il m'a raconté un petit peu déjà l'Inde telle que c'est. Et ça ne m'a pas donné forcément envie de partir en Inde, etc. Et donc, je continuais, je le trouvais. T'as dû lui poser la question sur Pondichéry quand même. Oui, 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 voilà. Donc, il est allé à Pondy. Bon, à l'époque, mère était morte. Et donc, bon, il n'a pas ressenti des choses particulières D'accord. en Inde, enfin, du moins à Pondichéry. Par contre, il était allé à Rameshwaram. Oui. Et là, par contre, il m'a dit qu'il avait vécu des choses assez fortes. Rameshwaram, c'est ce qu'on appelle la Bénarès du Sud. Mhm. Effectivement, moi, j'y suis allé et C'est ça puissant. remue, ouais, c'est Ah ouais. puissant. Voilà. Donc lui, sa vie est devenue une vie de sadou. Mhm. Même en Occident, il était devenu un peu déraciné. Il s'était installé dans l'Aveyron, dans un coin reculé, un peu comme ici d'ailleurs. Et sa façon de voir l'Inde, ça ne me séduisait Ah pas, ouais. même si on restait proche et Mhm. voilà. Et puis, au moment du tsunami, j'ai rencontré un gars qui était un petit peu plus jeune que moi et qui faisait un forum sur les ONG et il était installé dans un coin. Donc il avait monté une ONG sur un village qui s'appelait Periyamudalia Chavadi, qui se trouve à l'intersection, rapidement décrit, entre Auroville et Pondichéry, Mhm. sur la East Coast Road. Et lui, il était là depuis quelques années comme professeur de géographie
à l'Institut français de Pondichéry. D'accord. Il faisait des études sur un doctorat sur la culture du riz dans la région du Tamil Nadu. Et puis il vivait dans les villages de Dalit. Et puis il s'est rendu compte que ils étaient mal nourris, mal soignés, etc. Et donc il a commencé à faire appel aux copains. Si vous ne pourriez pas m'envoyer un petit peu de fonds, etc. Faut que... Donc c'est comme ça que cette ONG est née. Et donc l'ONG était déjà un petit peu créée. Et quand j'ai vu l'emplacement, Oui. j'ai dit non là, c'est pas possible. Et j'y vais. Voilà. Est-ce que tu es déjà marié, tu as des enfants? Oui, oui, donc moi je me suis. Voilà. Je suis pas, j'étais pas marié mais physiquement, mais j'ai rencontré ma compagne en 80 Mhm. et j'ai eu donc un fils en 83, une fille en 85 et un troisième fils en 90. Voilà. Donc là, si tu veux, j'ai eu une vie familiale, il a fallu élever les enfants, etc., Oui, faire nourrir tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai dit, j'avais ma mère qui était malade, donc il a fallu rentrer oui. dans la matière, travailler, élever les enfants. Et puis je tenais, ça c'est ma vision aussi, je tenais à ce que mes enfants aient une vie sociale ordinaire, même si Mhm. on était différents. J'avais trop vécu dans les communautés de gamins frustrés parce que les bonbons c'était interdit, la viande c'était interdit, Oui. etc. Et ça, j'en voulais pas. Je voulais que mes enfants puissent aller chez les copains où ils Mhm. veulent, quand ils veulent, comme ils Mhm. veulent. Et voilà, ça c'était pour moi Oui, important, bien important. sûr. Voilà. Je ne dois pas avoir de projet parental. euh, Oui, oui, oui. c'est Non, c'est les enfants, ils grandissent et c'est eux qui nous apprennent plus que nous on leur apprend exactement. Voilà, et puis surtout, il faut les guider au mieux pour ce qu'ils sont, essayer de trouver leur être psychique, leur âme tout à fait. et les permettre Voilà, de grandir, quoi. je Non pas donne. les mettre dans un cadre, toi tu Voilà. deviendras médecin et toi tu deviendras avocat et Et toi, tu seras yogi. Non, non, donc là tu seras yogi parce qu'il en faut dans la voilà. maison, quoi. Oui, non, mais tout à fait. Donc là, là-dessus, c'était clair. Donc j'ai vécu une vie euh, ordinaire, mais tout en étant Complètement. dans la sadhana. D'ailleurs, Roger Clair, lui, il était boucher à Paris, voile à Paris. Et Roger Clair nous disait, le gourou, c'est les événements de la vie, et l'ashram, c'est la société. Et Roger Clair nous raconte qu'une de ses plus grandes expériences spirituelles qu'il a pu avoir dans sa vie, c'est Oual à Paris. À un moment donné, il déchargeait ses caisses de bidoche, etc. Il se retrouve dans un état, il était la pièce, les légumes, elle était dans la totalité, le tout. Il est en plein brouhaha, etc. Ça décharge les Oui, parce que canons. les Halles à l'époque, c'était vraiment l'endroit où Oui, oui. enfin, c'est le cœur de Paris, ça Et bouge. les années 60, Oui, oui, oui. oui, 60, soit je ne sais pas en quelle année ça s'est passé, mais il raconte que voilà, à Paris, mais il vit une expérience mystique extraordinaire. Enfin, voilà, c'est Ouais, comme quoi, il y a pas d'endroit, en fait. Tu sais, on a toujours cette sensation qu'il faut se mettre dans des conditions spécifiques pour avoir des réalisations spécifiques. Et ça me rappelle, ben moi, ça me rappelle justement Pondichéry, l'ashram, où j'ai appris à méditer les yeux ouverts devant le samadhi, parce que le samadhi, c'était fort pour moi. Et puis, il y avait un brouhaha indien permanent, avec des Mhm. sons, des gens qui parlaient, des gens qui me passaient devant moi. Et j'ai eu les choses les plus intenses pratiquement dans toute ma vie à cet endroit-là, avec pourtant, c'était pas les oui, conditions, hein. Et moi, dans ma vision, je l'explique, je crois, dans une autre vidéo, c'est que j'avais l'impression que pour méditer, il fallait que presque je sois dans le noir, les yeux fermés, et surtout qu'il n'y ait pas de bruit, quoi. Parce que s'il y avait des bruits, ça me perturbait dans ma méditation, alors qu'en vérité, la méditation, c'est dans le quotidien, oui. Alors, surtout, quoi. petite anecdote, Roger Clair, quand il parlait de méditation, il nous demandait de méditer avec la radio. Et il nous disait, à un moment, quand tu n'entends plus la radio, il faut monter le son. Voilà. Bon, le yoga d'énergie, pour résumer, c'est personnellement, c'est ma façon dont je le perçois, c'est un yoga extrêmement précis, qui est un yoga adapté à tous les niveaux. Donc on peut faire le yoga d'énergie à un niveau basique, à un niveau médian et à un niveau effectivement beaucoup plus poussé. Donc Roger Clair avait structuré ce yoga en trois niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Et c'est un yoga qui est adapté à l'homme d'Occident. Voilà, justement. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que tu as enseigné déjà Alors ce oui, yoga? oui, oui, bien sûr. Alors, j'ai eu l'extrême chance de pouvoir mener une double vie professionnelle. Et ça, pour moi, c'était extrêmement important.
j'ai pu avoir un temps partiel au niveau professionnel, donc je travaillais à 75% dans une société concrète, très pragmatique. Et puis 25% de mon temps, c'était des cours le soir dans des Ah, MJC, des associations. super. Et donc ça m'a permis d'avoir une indépendance financière par rapport à ça, parce que je gagnais mieux Oui, dans ma vie industrielle, professionnelle avec ça, etc., que dans ma vie de yoga, parce que c'était des MJC. Donc, le yoga que j'enseignais, c'était vraiment mon enseignement qui me sortait des tripes. C'était pas, j'étais en train de me dire, ouais, mais ça, si je le fais, ils vont me prendre pour un fou, puis ça va pas plaire, etc. Ils reviendront pas. Voilà. mm, Donc, mm. j'ai toujours enseigné que j'avais envie d'enseigner. Voilà. Oui, Donc, j'ai eu cette chance-là extraordinaire. Et le yoga d'énergie, ça a été vraiment la toile de fond de mes pratiques et des enseignements, même si je m'étais enrichi d'autres écoles qui avaient des apports un peu complémentaires et qui étaient pour moi extrêmement importants de partager. Voilà. bon, dis-moi, tout ça c'est très intéressant. Je suis content justement parce que ça montre encore une fois tous les chemins que l'on peut prendre. Chaque individu a son propre chemin dans le yoga intégral. Aucun n'y vient par le même parcours. Mm. Il y a toujours cet axe central malgré tout qui est présent dans tous les gens que je rencontre à chaque fois. Oui. Il y a une sincérité systématiquement qui est présente que j'arrive à percevoir à chaque fois. Je trouve ça fascinant parce que là, tu vois, en l'occurrence, moi, je n'y connais strictement rien et j'apprends plein de choses grâce à toi, justement, depuis le début du week-end. Et je suis bien content, justement, de ce petit entretien qui n'était pas du tout prévu. Bon, on aura peut-être des surprises hein, par la suite, mais pour le moment, on le garde pour nous. Euh, Alors, moi, je voudrais aussi remercier parce que j'ai découvert donc la chaîne Mère Divine et puis le groupe Telegram il y a à peu près un an, je crois. ouais, À l'époque, on était 30-40, on ouais, était encore ouais. pas très nombreux. C'est le hasard, hein, sur Telegram, j'ai tapé yoga intégral. Et personnellement, ça a été pour moi une grande enrichissement. C'est déjà de percevoir que j'étais pas tout seul Ouais. dans cette voie-là et qu'il y avait aussi d'autres façons de percevoir la voix. Moi, j'étais plutôt karma, nana, et puis effectivement, ça m'a beaucoup interrogé sur tes messages à toi. Euh, bah oui, on peut être bhakti yoga, effectivement. C'est pas inintéressant. Et donc maintenant, j'inclus aussi cette ouverture, cet amour, etc. Donc ça a été pour moi une très grande richesse de découvrir cette Ouais. complémentarité, Ouais. cette intégralité que je n'avais pas encore. Voilà. Ouais, bah, finalement, tu vois, je trouve que c'est vraiment chouette toute cette aventure-là, avec Gaël de la chaîne Notre Conscience qui a initié quelque chose, et puis ça a suivi avec la chaîne Mère Divine. Et puis ben là, on finit une rencontre là, justement, aujourd'hui, la deuxième rencontre Mère Divine, on a rencontré, je crois, on était une vingtaine à un moment Oui, à peu donné. près, oui, oui. Bah, ça fait du bien parce que justement, on est plus tout seul. Oui, oui. Et puis des Et, et, regards euh, différents, ça c'est extraordinaire. et justement, il y a une personne qui disait tout à l'heure, dans le petit débrief qu'on a fait, c'est que chaque individu était totalement différent les Mm. uns des autres. On a tous nos parcours et pourtant on se retrouve autour Oui, oui, de deux personnes qui sont quand même assez extraordinaires ça c'est. et qui ont transformé notre vie, Mm. quoi. Parce Oui. que bon, a priori, tu vois, j'ai pas posé toutes les questions que je pose habituellement parce qu'au Mm. finalement ça s'est fait Oui, naturellement, oui. mais ça a littéralement transformé ta vie, quoi. Oui, oui, bah ça c'est oui. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était pas prévu au départ? C'est là où on en arrive à un moment C'est donné à le regarder destin, la libre arbitre, oui. on regarde sa vie, on regarde à nouveau ce qu'on a vécu, puis on se dit, mais en fait, cet événement, ton événement de Oui, petit enfant que tu tout, as vécu, oui. a conditionné pratiquement toute ta vie. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit au départ. Cette maladie qui a été effectivement vécue comme une malchance au départ par ma mère, etc. Mais pour moi, c'était une grande chance a posteriori parce que ça m'a ouvert tout de suite à l'essentiel de la vie Ouais, et non pas le superflu. ah ouais, J'ai jamais couru après la belle voiture, la belle piscine ou je sais pas quoi. Voilà. C'était la vie, c'est d'abord vivre dans la vie, l'amour, la présence des autres, etc. Donc ça, c'était essentiel. Et merci la vie de m'avoir donné ouais. ça. Et ben, écoute, j'ai une dernière petite question. Ouais. Est-ce que dans toute cette aventure, parce que dans Yoga Intégral, on y arrive par les livres,
parce que bah, on était trop jeunes pour pouvoir les rencontrer. Donc on les a rencontrés à travers leurs mots, à travers leurs livres, parfois à travers des audios. Mais en tout cas, c'est à travers les mots dans les livres pour pouvoir pratiquement bon, dans le yoga intégral. Est-ce que tu en as un qui t'a marqué plus que les autres? Dans le yoga d'énergie, enfin dans le yoga de Sri Aurobindo de mer, Ouais, alors celui qui aujourd'hui me reste toujours effectivement, qui m'a marqué en priorité, c'est Chatprem, l'aventure de la conscience. ouais. Et ça, c'était vraiment, mais ça, je l'ai lu il y a 25 ans à peu près, peut-être plus, je sais plus. Et je l'ai relu très dernièrement, là, il y a quelques semaines, parce que je me suis dit, il faut que quand même. Là, il a moins. Bon, mais c'est normal. Il C'est y a des normal, répétitions, bien etc. sûr. Aujourd'hui, le bouquin qui me fait le plus vibrer, c'est la synthèse des yogas. Ouais, ouais. Parce que c'est celui qui touche la pratique, pour moi, la plus fondamentale. Et c'est marrant que tu dis ça, hein, parce qu'il y a des gens qui, dernièrement, j'ai entendu des gens qui me parlaient de la synthèse des yogas en disant, oui, mais dans la synthèse des yogas, en fait, c'est très intellectuel. Et toi, tu viens de dire, en fait, dans la synthèse des yogas, on y trouve toute la pratique du yoga intégral. Il faut aller le chercher, là, par contre. Voilà, c'est un peu plus difficile, et maintenant, j'arrive à la trouver. Voilà. Et voilà, j'aimerais vraiment amener, c'est intéressant que tu finisses par ça, parce que réellement, alors effectivement, il faut aller la chercher, Mm. mais aller la chercher, ça veut dire avoir peut-être un peu pratiqué, avoir expérimenté l'intériorisation, Tout à être fait. descendu, monter dans les hautes sphères du mental, avoir touché de certaines choses. Et effectivement, pour moi, ça est aussi la même chose, hein, la synthèse des yogas, je suis en train de la relire là en ce moment, parce que j'y trouve, dans une sadhana très avancée Mm. dans le yoga intégral, Oui. des informations que je vais trouver dans les agendas, beaucoup de choses avec la mer, mais il a vraiment fait la carte, comme tu disais Oui, au tout à tout fait, oui, départ, oui. quoi. Parce que moi, c'est pareil, la synthèse des yogas, j'ai dû la lire il y a une vingtaine d'années. J'y ai trouvé des choses, mais pas tant que ça, je pense. Et actuellement, je suis en train de relire chapitre par chapitre, etc. Et là, ah, il y a des fois, non, C'est bien sûr, incroyable, hein. mais bien sûr, Ah ouais, ouais, des évidences, etc. Voilà. Mais je pense qu'il faut relire plusieurs fois. je suis d'accord. Et Bon, bah écoute, je te remercie infiniment d'avoir pris ce temps-là. merci aussi, Euh, c'est toujours très. J'espère vraiment qu'on en aura plein d'autres, des moments comme ça, J'espère. hein, sans trop spoiler. Bon, ça y est, j'ai spoilé, c'est pas grave. Mais je te remercie. Merci Et puis, aussi bah, à vous. merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, à très bientôt.